Alors, merci Marie, en effet, pour cette présentation. Donc, comme vous avez pu l'observer depuis plusieurs mois, mais pour ceux qui travaillent depuis plusieurs années, même depuis 15 ans, il y a une très forte volatilité finalement sur les marchés électriques et sur les prix de l'énergie en général. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter les options possibles pour stabiliser le coût lié à votre consommation d'électricité, tout en basculant sur de l'énergie verte. Donc, sur cette slide, en introduction, on va définir les termes qu'on utilisera par la suite dans la présentation. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition encore dans le Larousse ou le Petit Robert de ces termes, et on sait qu'il y a plusieurs définitions qui peuvent se balader sur Internet. Donc, on préfère définir comment nous, on va parler des différents sujets. Donc, tout d'abord, l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, c'est l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le site de consommation avec autoconsommation totale de l'énergie produite. On reviendra sur le total par la suite. On va également parler de PPA on-site. Donc, nous, quand on parle de PPA on-site, c'est l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un site de consommation avec autoconsommation partielle de l'énergie produite et injection du surplus sur le réseau électrique avec une contractualisation, une vente de cette énergie produite aux autres sites de consommation du groupe industriel. Et enfin, on parle de PPA off-site pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un site totalement indépendant du site de consommation et de l'industriel qui achète l'énergie produite, avec donc injection de l'énergie produite sur le réseau. Tout d'abord, l'autoconsommation. Je te laisse présenter. Donc voilà, donc, il y a différents types de possibilités. Et donc, si on fait un focus sur l'autoconsommation, il y a différents types d'installations et de modèles financiers, différents ouvrages. Alors, en tout premier, vous avez les toitures, qu'on peut recouvrir avec des panneaux. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez courant et connu. Donc, voilà, souvent, ça doit se faire sur des bâtiments neufs, parce que les bâtiments existants ne sont pas forcément prêts à accueillir ce type d'ouvrage. Et puis, ça peut aussi participer au projet de rénovation de toiture, des amiantages, renforts de charpente et ce type de choses. Alors, un autre ouvrage, c'est les ombrières de parking. Donc, bon, ça aussi, c'est assez courant, notamment dans les hypermarchés, où il y a de plus en plus de ce type d'ouvrage. Et alors, une autre chose dont on n'a pas forcément indiqué, mais qui est aussi très courante, c'est les ombrières de stockage. C'est un ouvrage supplémentaire dès lors que vous avez un industriel ou n'importe quel type de client qui a des stockages à l'extérieur. On ne l'a pas défini là, mais en termes d'installation, c'est assez proche des ombrières de parking. Et puis enfin, et donc ça c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, le gisement qui est de plus en plus en vogue ces derniers temps, c'est les centrales en sol qui vont être installées sur du terrain délaissé ou du terrain mitoyen. Donc ça, souvent, ça permet de rentabiliser des surfaces, des grandes surfaces qui ne sont pas classées en zone agricole ou de valoriser des sites dégradés. Donc ces trois types d'installations vont permettre de produire et puis de se raccorder sur le transformateur du site pour l'autoconsommation. Donc pour ces ouvrages, il existe deux types de modèles financiers. Alors, le premier, c'est l'investissement direct. Donc là, vous allez mettre à disposition un terrain et puis vous allez aussi investir et puis un tiers va pour votre compte construire, installer, exploiter et maintenir ces centrales d'installation. Donc ça, c'est un montage qui est consolidant. Donc ça va apparaître sur votre bilan puisque c'est de l'investissement direct qui sera fait par le client. Et puis un autre type de financement, c'est le tiers investissement. Donc là, le tiers investissement, clairement, donc sans rentrer en détail, vous créez une société de projet, enfin, il y a une création d'une société de projet qui est propriétaire de la centrale. Elle est financée par un investisseur et puis un contrat de service entre la SPV et le consommateur. Mais ça, vraiment, vous vous occupez de rien. Enfin, le client s'occupe de rien. Il met à disposition un terrain et puis un tiers va venir exploiter et livrer pour le compte du client pendant une durée longue, donc de 15, 20, 25 ans. Et puis au bout de la période, il y a deux possibilités. Soit c'est reconduit sur 5 ans ou 10 ans, ou alors il y a un transfert de propriété.
Donc ça, ce qui va vraiment intéresser les directions financières dans ces temps où c'est un petit peu compliqué et où on est en recherche de liquidité, c'est que c'est un modèle qui est déconsolidant. Donc vous n'investissez pas, c'est un tiers qui va investir, donc ça ne va pas venir impacter le bilan de votre structure ni de votre activité. Donc l'autoconsommation individuelle, donc ici on va plutôt parler d'autoconsommation individuelle, s'inscrit dans un cadre réglementaire qui a évolué ces derniers mois. Donc tout d'abord pour les installations entre aujourd'hui 0 et 500 kW crête depuis le nouveau décret tarifaire, il y a un guichet ouvert donc, avec une prime à l'investissement en euros du kilowatt plus une valorisation du surplus, sachant que pour la partie entre 100 et 500 kW c'est simplement une valorisation du surplus. Donc ça c'est pour la première partie, donc jusqu'à 500 kW crête. Et puis de 500 kW crête à maintenant jusqu'à 10 MW crête, vous pouvez avoir accès à des appels d'offres creux pour l'autoconsommation, avec une prime sur les mégawattheures autoconsommés. Malgré que aujourd'hui les appels d'offres creux soient ouverts jusqu'à 10 MW, on conseille d'autoconsommer, enfin de calibrer la centrale en autoconsommation à sa puissance de soutirage talon, parce que au-delà de la puissance autoconsommée, vous devrez payer l'IFER, payer la TSFE, payer le TURP, et finalement, pour la partie injectée sur le réseau, vous serez payé, d'après les appels d'offres creux aujourd'hui, 50 € du mégawattheure, ce qui ne vous permet pas de rentabiliser votre centrale au sol. Ici, un exemple de projet, donc à savoir que cet exemple de projet date d'il y a aujourd'hui 1 an quasiment. Donc c'était un exemple de projet chez un de nos clients qui avait du foncier disponible. Il a du foncier disponible pour installer une centrale au sol de 5 MW. On a dimensionné la centrale pour qu'il ait un taux d'autoconsommation de 100%. Sur 30 ans, cette centrale lui permet de produire 158 GWh à un prix moyen pondéré du mégawattheure sur 30 ans de 46,20 €. C'est un prix très compétitif au regard des prix d'aujourd'hui. Vous pouvez voir une cassure entre l'année 18 et l'année 19, là, tel que le projet a été construit. Le tarif de mise à disposition était de 51 € entre l'année 1 et l'année 18, et puis un tarif de mise à disposition qui chute au prix des OPEX entre l'année 19 et l'année 30. À savoir aussi qu'après cette année 30, la centrale est encore capable de produire. Donc il est possible pour l'industriel de soit revendre la centrale, soit de poursuivre le contrat. À noter également que donc ce projet avait été étudié avant la mise en place des appels d'offres creux. Il aurait pu rentrer totalement dans le cadre de l'appel d'offres creux autoconsommation qui va maintenant jusqu'à 10 MW crête et obtenir un complément de rémunération de 10 € du mégawattheure, 10-15 € du mégawattheure pendant 10 ans. Donc ça lui aurait pu lui rapporter jusqu'à 600-700 000 € sur 10 ans et donc ramener même son prix moyen pondéré sur 30 ans à 45 €, à environ 45 € du mégawattheure. Donc un projet très intéressant que notre client a pu mettre en place. Il est important pour vous aussi de regarder quand vous faites vos business plans. Ça va être plusieurs facteurs. Donc il y a effectivement le tarif de mise à disposition de l'électricité par le développeur photovoltaïque, mais également faire des hypothèses de prix sur l'évolution des prix de l'électricité pour votre consommation résiduelle et puis pour voir aussi si vous n'avez pas de perte d'opportunité et quels en seraient les impacts. Faire des hypothèses également sur le prix de l'Arenh, sur l'augmentation des taxes, etc. Et puis là, forcément, vous allez voir que les plus gros facteurs sur le résultat de votre business plan seront l'évolution des prix de l'électricité, et sur également la pérennisation de l'Arenh telle qu'on la connaît aujourd'hui ou d'un autre mécanisme de soutien type Arenh ou la disparition de ce type de mécanisme.
Donc maintenant, sur l'autoconsommation individuelle, on a réalisé un SWOT pour vous aider à comprendre les risques, les faiblesses et les forces d'un projet d'autoconsommation. Je vais te laisser la parole. Ouais, donc ce qui va guider votre stratégie dans la prise de décision pour vous lancer éventuellement dans un projet d'autoconsommation, comme l'a dit Bénédicte, il va y avoir plusieurs points qu'il va falloir prendre en compte. Donc dans les forces qui sont indéniables et qui vont vous guider dans le lancement de ce type de projet, c'est tout simplement de valoriser du foncier disponible et d'avoir une valeur d'usage complémentaire. Donc ça, vous avez du terrain, vous ne savez pas quoi en faire. La possibilité, c'est justement de le valoriser, d'en faire quelque chose dans un but de diminuer vos coûts. Alors quelque chose qui doit aussi guider une entreprise pour se lancer dans ça, c'est la démarche RSE. Alors c'est vrai que il y a quelques mois, quand on parlait de ce type de projet, c'était de loin les principales raisons qui faisaient qu'un industriel ou un gros consommateur se lançait dans ça, c'était la démarche RSE. Mais maintenant, c'est quelque chose qui va concerner vraiment la majorité des clients, puisque maintenant les normes sont de plus en plus sévères. Il y a, disons, une attente de l'ensemble de la population, de l'ensemble des autorités pour qu'il y ait un vrai effort qui soit fait. Et c'est devenu maintenant incontournable. C'est-à-dire que c'est une question d'image pour la société, que ce soit pour les fournisseurs, pour les salariés, ça va être vraiment un point clé. Et les normes maintenant sont tellement compliquées que les groupes mettent des normes vraiment extrêmement drastiques. Et si vous ne rentrez pas dans ce type de cadre, il arrive qu'on ait des clients qui ne peuvent tout simplement pas fournir d'autres clients si jamais elles ne rentrent pas dans ce type de normes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va maintenant être incontournable, d'avoir vraiment une image vertueuse et puis vraiment d'être impliqué dans une démarche RSE. Et puis voilà, il y a aussi maintenant, avec les coûts de l'électricité qui sont de plus en plus élevés, il y a un vrai enjeu économique, financier. C'est plus qu'une question d'image, c'est vraiment une question de diminuer ces coûts liés à l'électricité, puisque toute l'électricité que vous allez autoconsommer, c'est l'électricité que vous n'allez pas acheter ailleurs. Donc vous n'allez pas être soumis à ce qui se passe en Chine, en Russie. Voilà, c'est assez déstabilisant de se dire que les prix que vous allez payer, ça va être aussi impacté par des choses qui échappent totalement à votre contrôle. Le fait d'avoir de l'autoconsommation vous permet, vous au moins, d'avoir une part de votre consommation, de votre consommation énergétique, de vos dépenses énergétiques qui vont être maîtrisées. Et puis, de manière, bon, la baisse de la suffisance souscrite, donc ça vous permettra aussi de gagner dans les coûts de transport. Et puis, c'est devenu maintenant quelque chose d'assez simple et intégrable dans votre contrat de fourniture par votre fournisseur. Donc maintenant, vraiment, tous les fournisseurs sont capables d'intégrer ce type de production. Donc ça, vraiment, il n'y a pas maintenant de difficultés contractuelles. Alors, dans les faiblesses, qui sont, voilà, qu'on peut pas dissimuler, c'est que bien entendu, vous allez avoir une immobilisation du foncier pendant 20 à 30 ans. Donc ça veut dire que dès lors que vous lancez dans ce type de projet, pendant cette période-là, vous ne pourrez rien faire d'autre. Il va falloir des travaux, donc vous aurez la gestion de travaux et la durée, enfin les aléas que peuvent représenter les travaux. Et puis, alors ça c'est vraiment une contrainte court terme, mais l'autoconsommation va aussi diminuer vos droits à REN. Donc les droits AREN sont basés sur l'énergie que vous allez soutirer sur le réseau. Dès lors que vous soutirez moins d'énergie sur le réseau, vu que vous autoconsommez, eh bien vous aurez moins de droits AREN. Alors les opportunités, il y a pas mal d'opportunités liées aux taxes. Vous allez avoir une diminution de taxes, puisque tout un tas de taxes sont liées à l'électricité qui sera soutirée sur le réseau. Donc vous allez, voilà, en faisant l'autoconsommation, vous allez avoir moins de taxes. Et puis, et ça rejoint un peu la démarche RSE, mais il y a le degré tertiaire qui, du coup, impacte tout un tas d'entreprises, qui implique une obligation d'améliorer la performance énergétique des parcs tertiaires afin d'atteindre une réduction de 60% des consommations énergétiques d'ici 2050 par rapport à 2010. Et en fait, la consommation énergétique, c'est ce que vous allez soutirer sur le réseau. Dès lors que vous allez autoconsommer, c'est l'énergie que vous n'allez pas soutirer sur le réseau. Et du coup, dans le cadre de ce décret tertiaire, vous allez pouvoir réduire vos consommations. Donc ça va vous permettre d'atteindre un peu mieux les objectifs qui vous seront imposés.
Voilà. Et puis voilà. Et puis dans les menaces, forcément, dès lors que vous allez avoir une partie de l'énergie qui sera autoconsommée, vous allez perdre des opportunités sur le prix de l'électricité. C'est-à-dire que si l'électricité baisse, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier puisque vous aurez votre autoconsommation. Et puis, il y a toujours, bien entendu, des contraintes qui vont être des contraintes réglementaires, de l'impondérable, des choses que vous ne pourrez pas prévoir, comme l'ensemble des changements de fiscalité. Merci Chamsedine. En fait, le message sur l'autoconsommation, et on le rappellera sur le PPA, c'est que plus qu'une opportunité de prix, personne ne peut savoir quelle sera l'évolution des prix de l'électricité, c'est que c'est un outil de stabilisation d'une partie de votre coût lié à votre consommation d'électricité. Les PPA, donc les PPA, pourquoi pas vous, vous avez vu que depuis 2019, il y avait maintenant une dizaine, voire plusieurs dizaines de corporate PPA qui ont été signés entre des développeurs et des consommateurs d'énergie. Donc ça va de grands groupes à des groupes un peu moins importants. Donc aujourd'hui, il y a environ 1 gigawatt de projets PPA qui ont été signés, avec soit des corporate PPA de courte durée avec des parcs éoliens sortis d'obligations d'achat, soit des corporate PPA de longue durée avec des parcs photovoltaïques additionnels. Donc quand on parle d'additionnalité, ça veut dire que grâce à la signature de ce corporate PPA sur une durée longue, donc en général entre 12 et 25 ans, c'est la signature de ce corporate PPA qui a permis aux développeurs d'aller financer son projet auprès des banques et d'ajouter au mix énergétique français une capacité renouvelable. Donc, j'ai dit qu'il y avait un peu de diversité dans les groupes consommateurs qui ont signé des corporate PPA. Malgré tout, vous voyez qu'il y a souvent des grands groupes à histoire publique ou encore parapublique. Et ça, on voit que c'est en train de changer. Donc prochainement, je pense qu'il y aura la communication sur la signature d'une PME qui n'a rien à voir avec le public, une PME industrielle. Donc on voit que les choses avancent. Il y a aussi des discussions sur la mise en place d'un fonds de garantie PPA qui serait en priorité destiné aux électro-intensifs. Mais voilà, ça évolue et on espère que l'année prochaine ou dans 2 ans, on verra la signature de consommateurs non publics ou de taille plus modeste que ceux qui sont présentés sur cette slide. Donc dans la suite, on va vous montrer les raisons de la conclusion d'un PPA aujourd'hui, quelques analyses technico-économiques et puis comment votre fournisseur aujourd'hui peut gérer votre corporate PPA. Donc de la même façon, un business plan de corporate PPA, il va être dressé en fonction de plusieurs hypothèses qu'il faut faire varier pour comprendre ces risques et puis ces opportunités. Donc toujours l'AREN, en France, on ne peut pas aujourd'hui enlever des business plans, les analyses autour de l'AREN. Et puis bien sûr l'évolution des prix de l'électricité. Donc forcément, si l'AREN évolue, un PPA à 50 ou 55 € du mégawattheure a plus ou moins d'impact. Tout comme l'autoconsommation, le PPA aujourd'hui, plus qu'une opportunité de prix, il faut le voir comme un outil de stabilisation du coût de l'électricité. Car là, comme vous pouvez le voir depuis 2005, depuis 15 ans, parce que là, on parle beaucoup cette dernière année des prix de l'électricité qui sont complètement fous. Mais quand on regarde un petit peu le passé, on a eu des périodes quand même comme ça. On parle en 2008, avant la crise, etc. Je laisse peut-être présenter cette slide. Oui. Donc en fait, dès lors que vous lancez dans ce type de démarche, que ce soit l'autoconsommation ou les PPA, c'est des démarches avec du temps long. C'est-à-dire que ça veut pas être, ce type de démarche ne peut pas être guidé par des prix que vous allez voir à un instant T, puisque les prix, comme vous l'avez vu, et je pense que ce graphe est assez parlant pour ça, ils sont extrêmement volatiles. Depuis 15 ans, en quelques semaines, vous étiez capable de prendre 10, 20, 30, 40 €. Et dès lors que vous lancez dans un projet long de type autoconsommation PPA, ça va être des projets qui vont durer des années. Donc, l'idée de ce type de démarche, c'est de sécuriser 10, 15, 20, 30% de vos dépenses énergétiques sur une durée longue. Sur une durée longue, avec un prix qui
qui sera aux alentours de 55-60 euros du mégawattheure, mais qui du coup peut pas être peut pas être forcément comparé à un prix à l'instant T. C'est de se dire, est-ce que moi, sur une durée de 10, 15, 20, 25 ans, je trouve ça raisonnable que d'avoir une partie de mon électricité qui sera à un prix de 60 euros du mégawattheure. Puisqu'évidemment, dès lors que vous lancez dans ce type de projet, vous perdez l'opportunité sur des achats marchés court terme. Donc voilà, il faut penser le temps long. Entre la prise de décision de se lancer dans du PPA et le premier électron qui va être produit, il va y avoir jusqu'à 36 mois. Donc ça peut, si là, par exemple, à l'issue de la conférence, vous décidez de vous lancer dans ce type de projet, les PPA que vous aurez, ce ne sera pas avant 2024-2025. Alors de manière très prosaïque et très concrète, à partir de 15 000 m², il y a un sujet. C'est-à-dire que 15 000 m², ça fait à peu près 2 MW de production. Donc voilà, c'est pas forcément obligé d'avoir des énormes terrains. Vous pouvez avoir des terrains, enfin quelques hectares pourront déjà permettre d'avoir des projets qui seront rentables. Ce serait que, comme le disait Chamsidine, en fait, aujourd'hui en France, on fait face à une vraie rareté du foncier. Donc c'est pourquoi, Chamsidine, aujourd'hui, vous parlez de votre foncier disponible, parce que pour accélérer votre accès à des PPA, une des premières choses aujourd'hui, c'est de regarder si vous avez du foncier disponible qui vous permettrait d'installer une centrale photovoltaïque et ainsi de raccourcir votre durée, votre délai d'accès à un corporate PPA. Voilà, parce que ces terrains-là, les terrains pour mettre en place les PPA, soit c'est les terrains qui vont vous appartenir, et dans ce cas-là, ça pourra aller beaucoup plus vite pour la mise en place. Vous allez tout un tas d'autorisations liées à des contraintes environnementales, vous allez pouvoir vous y soustraire. Et puis, vous allez gagner du temps. Et puis, c'est même pas qu'une question de temps, c'est qu'en termes d'autorisation, ce sera plus facile aussi d'avoir ces autorisations-là. Donc voilà, c'est mieux si vous avez du foncier. Si vous n'avez pas du foncier, dans ce cas-là, vous allez avoir des développeurs qui pourront éventuellement mettre à votre disposition du foncier. Mais les terrains se font de plus en plus rares, le foncier se fait de plus en plus rare, et puis la demande, depuis quelques mois, est de plus en plus accrue. Donc c'est vrai qu'on observe, nous, quand même une forte demande. Enfin, c'est vrai qu'avant, les clients qui étaient intéressés par ce type de projet, c'était relativement restreint. C'était souvent des clients publics, du coup guidés par des contraintes qui ne sont pas forcément des contraintes financières, mais plutôt des contraintes de ton long, d'image et puis de responsabilité à l'égard du reste de la société. Maintenant, en plus de cette question d'image, vous avez aussi beaucoup d'enjeux économiques. Et donc là, vraiment, je peux pas, tous les clients, mes clients m'ont parlé au moins une fois de PPA ou d'autoconsommation. Donc, c'est un sujet, on n'a pas le droit de ne pas s'y intéresser, on a le droit de ne pas se lancer dedans, mais de ne pas s'y intéresser, c'est pas possible, puisque les enjeux sont tels qu'il faut forcément faire une étude, voir est-ce que vous avez du terrain qui sera disponible, le plan de masse, le plan cadastral, les réseaux secs, le talon de consommation dont vous pourriez avoir besoin, votre profil de consommation. Donc tout ça, ce sont des choses importantes qui vont pouvoir guider ces projets. Et donc là, une slide aussi, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose sur comment, si je signe un corporate PPA, moi en tant que consommateur industriel, est-ce qu'après je trouverai un fournisseur qui accepte de faire ma fourniture de résiduel, ou est-ce que je serai toujours fourni quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent si j'ai fait un corporate PPA avec un parc éolien. Donc ici, on vous présente le schéma le plus répandu en France aujourd'hui. Et c'est le schéma dans lequel le fournisseur est aussi l'agrégateur de la centrale renouvelable. Et donc finalement, c'est relativement simple. Le fournisseur intègre dans son périmètre d'équilibre la production de la centrale renouvelable et fournit au consommateur tout mégawattheure qui n'aura pas été fourni par la centrale photovoltaïque. Et puis si finalement, à certaines heures, la production dépasse la consommation du client, alors le fournisseur, en tant qu'acteur de marché, peut revendre cette électricité sur les marchés et déduire de la facture mensuelle du consommateur le gain qu'il aura reçu sur les marchés à la suite de cette surproduction. Donc finalement, pour les fournisseurs d'énergie, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, les plus grands fournisseurs d'énergie sont des agrégateurs d'énergie renouvelable, donc savent déjà gérer toutes les problématiques liées à la production renouvelable, donc l'intermittence, etc. Et sont aussi, tous les grands fournisseurs sont aussi des agrégateurs. Donc, on sait très bien intégrer, ce n'est finalement qu'une addition de deux métiers qui existent déjà depuis plusieurs années.
l'agrégation d'énergie renouvelable et la fourniture du résiduel. Donc finalement, pour le consommateur, vous allez avoir un contrat avec le producteur, donc le contrat de corps poids pipier sur des durées longues, sur des durées de 12 à 20 ans quand on parle de corps poids pipier additionnel. Et puis avec votre fournisseur, vous pouvez très bien tous les 3 ans changer de fournisseur d'énergie et lui demander d'intégrer à son offre de fourniture l'intégration de la centrale renouvelable. Donc là encore, un bilan pour les corps poids de pipier sous forme de SWOT. Donc là, les forces et les faiblesses sont quand même assez proches de l'autoconsommation, à quelques différences près que l'organisation du foncier, la démarche RSE et puis l'image vertueuse, ça c'est en commun avec l'autoconsommation. La différence avec les pipiers, c'est que l'injection est possible. Donc vous pouvez valoriser l'électricité qui sera produite par les pipiers sur le réseau. Donc ça va vous permettre de le valoriser sur le marché et donc de ne pas forcément être déconnecté par rapport au marché et de distinguer d'une part l'énergie que vous allez soutirer sur le réseau qui sera peut-être un peu plus importante lorsque les prix de l'énergie sont bas. Et puis, vous allez avoir aussi de l'autre côté l'électricité qui sera injectée sur le réseau, que vous allez peut-être plus pousser lorsque les prix de l'électricité seront hauts. Donc ça, c'est une différence notable avec l'autoconsommation. Et puis, la grande différence avec l'autoconsommation, qui est toutefois quelque chose d'assez court terme, c'est que vous allez conserver vos droits ARENH pour le reste de votre consommation. L'autoconsommation, ça va vous enlever un peu de consommation soutirée sur le réseau, donc ça vous diminue les droits ARENH. Les pipiers, là, on distingue vraiment les deux. Vous avez d'un côté l'injection, de l'autre côté le soutirage. Donc, vous allez soutirer toute l'électricité sur le réseau, et donc ça va maximiser vos droits ARENH. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas de confusion possible. Des fois, on entend dire que le fait de faire des pipiers, ça diminue le droit ARENH, c'est faux. On a plusieurs clients qui le font, ça ne diminue pas les droits ARENH. Donc voilà, sur ça, c'est quand même un gros avantage qui est d'autant plus important, alors qui était déjà important lorsque les prix de l'électricité étaient à 50 € du mégawattheure, mais maintenant qu'on est à plus de 200 €, c'est extrêmement précieux que d'avoir de l'électricité à un prix de 42 €, même si les prix ARENH venaient à augmenter. On a quand même encore beaucoup enfin, on a pas mal de gras avant d'arriver à 200 € du mégawattheure, même en augmentant les prix de l'ARENH. Alors dans les faiblesses, c'est pareil que l'autoconsommation, vous êtes sur du projet long terme. Donc ça veut dire que vous allez devoir penser non pas à 1 à 2 ans, vous allez devoir penser à 15 à 20 ans. Donc ça veut dire que vous allez immobiliser du foncier, vous allez, voilà, ce sera un investissement long terme, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a des travaux, et puis il y a un risque aussi de consolidation, mais qui est gérable contractuellement. Alors les opportunités, c'est que vous allez pouvoir faire des économies potentielles sur les prix de l'électricité, puisque vous allez sécuriser sur du long terme votre prix de l'électricité. Vous allez aussi pouvoir faire des économies sur les achats de garanties d'origine, puisque le pipier génère des garanties d'origine. Et puis, même si c'est assez réduit, mais les Power Purchase Agreements, dès lors que c'est des centrales de production, mais ça va aussi générer des garanties de capacité. Alors, les opportunités aussi, c'est que ça va rentrer dans le cadre des politiques RSE et en particulier des exigences des clients et des fournisseurs en matière de transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment pareil que l'autoconsommation. Vous allez pouvoir faire aussi des économies sur le TUR pour l'énergie qui sera autoconsommée pour les PPA on-site. Donc ça, c'est aussi important. Et pour les menaces, voilà, de la même manière que pour l'autoconsommation, vous allez perdre des opportunités sur le prix de l'électricité, potentiellement, même si vous pouvez vous mettre parfois dans une mécanisme d'injection et du coup vraiment distinguer les deux. Une grande menace qui est de plus en plus prégnante depuis quelques mois, c'est qu'il y a une vraie rareté du foncier disponible pour du PPA off-site. Donc c'est vrai que dès lors que vous avez du foncier, souvent les clients ne pensent pas qu'ils ont du foncier. Et dès lors que vous arrivez à contacter les services real estate, finalement vous trouvez quelques hectares qui peuvent être déployés pour ce type de projet. Et ça, d'une part, vous permettre d'économiser du temps. En moyenne, vous allez économiser 1 an dans la mise en place. Et puis en termes de coûts aussi, si vous avez du foncier, c'est du foncier que vous n'allez pas devoir acheter. Et en moyenne, on évalue que ça va vous faire gagner 5 € du mégawattheure sur le prix d'électricité qui sera produite.
Alors, parmi les menaces, mais qu'il faut vraiment, contre lesquelles il faut vraiment lutter, c'est les réticences de certains fournisseurs pour en faire. C'est vrai que dans votre contrat, certains fournisseurs seront un petit peu réticents à l'idée de voir un autre producteur d'électricité intervenir. Mais là, vraiment, c'est des métiers qui sont séparés. Quand vous allez contractualiser avec votre fournisseur, vous allez contractualiser sur une durée de 1, 2, 3 ans maximum. Donc, on est sur du relatif court terme. Dès lors que vous allez vous lancer dans des projets de PPA, on sera sur du long terme. C'est un autre métier. Vous avez des fournisseurs qui savent faire les deux, mais c'est tout aussi bien d'aller vous orienter aussi vers des acteurs dont c'est peut-être le métier, qui feront que ça et dont c'est vraiment la spécialité qui le feront bien. Donc c'est vraiment deux métiers différents et c'est important que dans votre contrat de fourniture, vous laissiez la possibilité d'injecter ce type d'énergie parce que ce sera fait par un acteur dont ce sera vraiment le métier et avec lequel vous allez être lié sur une durée qui sera longue. Et là, ce ne sera pas forcément corrélé au prix de marché. On est sur du bâti. Donc, on entend beaucoup dire que suite aux augmentations des prix de l'électricité, il y a une espèce de surenchère sur les PPA. La surenchère, elle est juste due à la demande. Elle n'est pas forcément corrélée au prix de marché. C'est vraiment dû au fait que le foncier se fait rare et que vous avez de plus en plus de clients qui souhaitent se lancer dans ce type de démarche. Et du coup, ça forcément, ça restreint l'offre. Vous avez notamment quelques clients publics qui font des PPA à tout va, qui sont extrêmement peu regardants sur le prix et qui, du coup, captent vraiment tous les terrains qui sont actuellement disponibles. Peut-être d'ailleurs à ce sujet, pour déconstruire un mythe qui pourrait arriver sur l'augmentation des prix des PPA. Parce que finalement, entre les premiers PPA, les premières communications sur les corporate PPA additionnels qui ont été signés et leur prix, on voit une augmentation en ce moment du prix des corporate PPA qui sont signés actuellement. Et pour plusieurs raisons. Finalement, les développeurs photovoltaïques sont, on l'a assez répété, confrontés à une rareté du foncier. Donc le foncier qui reste disponible est de plus en plus cher, d'où vraiment l'intérêt de regarder si vous n'avez pas du foncier en propre. Au-delà de ça, il y a aussi une augmentation du coût des matières premières, donc du verre, l'aluminium, tout ce qui fait que les centrales et les panneaux peuvent être construits. Et enfin, il y a aussi une augmentation du transport. Donc, les panneaux photovoltaïques sont rarement construits en France, donc il faut les ramener notamment d'Asie, et puis les coûts des transports ont fait x10 ces derniers mois. Voilà, tout ça pour dire que le prix des PPA augmente actuellement, et ce n'est pas forcément de l'opportunisme des développeurs photovoltaïques qui profiteraient des marchés de l'électricité aujourd'hui pour augmenter leur proposition de prix PPA. Aujourd'hui, les développeurs, ils réfléchissent vraiment en LCOE, donc Levelized Cost of Energy, et donc c'est bien leur coût de construction, leur coût de revient sur toute la durée de la centrale. Et une observation qu'on peut faire aussi, c'est que vous avez quand même beaucoup d'acteurs maintenant ou de clients qui s'y intéressent. C'est un peu une mode, mais comme toute mode, on espère que ça passera pas, mais ça va forcément, pour certains, l'envie va passer dès lors que peut-être que les prix de l'électricité vont baisser. Donc, il y aura aussi une question du premier arrivé, premier servi. Donc, c'est important de se lancer dans ce type de démarche, de prendre des contacts, de commencer à discuter, d'analyser les possibilités, ce que vous voulez, les termes de profil de consommation. Si vous faites de l'autoconso, qu'est-ce que les places de parking qui sont disponibles. Enfin, c'est important vraiment de réfléchir en amont, parce qu'on sait que dans les mois à venir, malheureusement, notamment pour le PPA, certains acteurs ne pourront pas se lancer dedans, parce que ça demande quand même d'être bancable. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir une banque qui va vous suivre, parce que elle souhaite garantir que pendant 15, 20, 25 ans, il y aura derrière un client qui va acheter cette électricité produite. Donc forcément, c'est pour ça qu'au début, ça concernait plutôt les organismes publics, parce que, bon, voilà, il n'y a pas de sujet sur l'organisme public. On sait que pendant 15, 20 ans, la SNCF, la RATP, Aéroport de Paris, tout ça, c'est des entreprises qui sont stables, viables et qui ne font pas peur aux banques. Donc là, ça s'élargit de plus en plus à des entreprises, on va dire, du secteur privé qui sont bancables, qui ont des finances solides. Et donc, ces entreprises-là pourront éventuellement se lancer. Alors, je ne parle pas forcément de grosses entreprises du CAC 40. C'est vraiment toute entreprise avec des finances saines suscitera la confiance des banques. Et malheureusement, il va y avoir quelques clients aussi qui, pour des raisons financières, ne pourront pas forcément se lancer dans ce type de projet. Et du coup, forcément, ça aura un effet sur la demande qui va du coup un peu se relâcher. Donc,
c'est tout pour nous. J'espère qu'on aura éclairé certaines de vos interrogations sur l'autoconsommation et les PPA. Et puis de toute façon, on pourra discuter lors de la session de questions-réponses.